Le cœur et la raison, partie 10 du livre audio, chapitre 40. Eh bien, Miss Dashwood, dit Mrs. Jennings, souriant d'un air sagace, aussitôt que le gentleman se fut retiré. Je ne vous demande pas ce que le colonel vous a dit, car bien que, sur mon honneur, je me sois efforcée de rester hors de portée de voix, je n'ai pu m'empêcher d'en surprendre suffisamment pour comprendre ce qu'il voulait. Et je vous assure que je n'ai, de ma vie, été plus contente, et que je vous en souhaite bien du bonheur, du fond du cœur. Merci, madame, dit Elinor. C'est une affaire qui me cause beaucoup de joie, et je suis très sensible à la bonté du colonel Brandon. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui agiraient comme il l'a fait. Peu de gens ont le cœur aussi compatissant. Je n'ai, de ma vie, été aussi étonnée. Seigneur, ma chérie, vous êtes fort modeste. Moi, je n'en suis pas étonnée le moins du monde, car je me suis souvent dit, dernièrement, qu'il n'y avait rien de plus probable. Vous en parlez d'après votre connaissance de la bienveillance générale du colonel. Mais vous ne pouviez tout de même pas prévoir que l'occasion se présenterait si vite. L'occasion, répéta Mrs. Jennings. Oh, quant à ça, une fois qu'un homme s'est décidé à une chose pareille, il trouve bien vite une occasion, d'une manière ou d'une autre. Enfin, ma chérie, je vous en souhaite bien du bonheur, je le dis et je le redis. Et si jamais il y a eu au monde un couple heureux, je crois que je saurai bientôt où le dénicher. Vous avez l'intention d'aller les relancer à Delaford, sans doute, dit Elinor, souriant légèrement. Oui, ma chérie. Comment donc? Et pour ce qui est de la maison qui ne vaut rien, je ne sais pas où le colonel voulait en venir, car elle vaut largement toutes celles que j'ai vues. Il disait qu'elle n'est pas en bon état d'entretien. Eh bien, à qui la faute? Pourquoi ne la répare-t-il pas? Qui donc le ferait, si ce n'est lui? Elles furent interrompues par l'entrée du domestique qui annonça que la voiture était avancée, et Mrs. Jennings, se préparant aussitôt à sortir, dit « Eh bien, ma chérie, il faut que je m'en aille avant d'avoir épuisé la moitié de mon entretien. Mais nous pourrons y revenir bien à fond ce soir, car nous serons toutes seules. Je ne vous demande pas de m'accompagner, car je suppose que vous avez l'esprit trop préoccupé de l'affaire pour tenir à la compagnie. Et, en outre, vous devez brûler d'envie de raconter tout ça à votre sœur. » Marianne était sortie de la pièce avant que la conversation n'eût commencé. « Certainement, madame, j'en parlerai à Marianne, mais je n'en dirai mot, pour le moment, à nul autre. »« Oh, très bien, » dit Mrs. Jennings, assez déçue. « Alors, vous ne voulez pas que je le dise à Lucie, car je crois bien que je pousserai aujourd'hui jusqu'à Holborn. Non, madame, pas même à Lucie, si vous le voulez bien. Un jour de délai, cela n'aura pas grande importance, et tant que je n'aurai pas écrit à M. Ferrars, je crois qu'il convient de n'en parler à nulle autre personne. Je vais m'en occuper tout de suite. Il est important de ne pas perdre de temps, car il aura naturellement bien des choses à faire au sujet de son ordination. » Ces paroles intriguèrent d'abord extrêmement Mrs. Jennings. Elle fut incapable de comprendre, sur le moment, pourquoi il était urgent d'écrire à ce sujet à M. Ferrars. Quelques instants de réflexion, toutefois, suscitèrent une idée très heureuse, et elle s'écria « Oh, oh, je vous comprends, et c'est sur M. Ferrars qu'on a jeté son dévolu. Allons, tant mieux pour lui. Oui, assurément, il faut qu'il soit ordonné promptement, et je suis très contente de constater que les choses en sont à ce point entre vous. Mais, ma chérie, est-ce que cette démarche n'est pas un peu insolite? Le colonel ne devrait-il pas écrire lui-même? C'est assurément à lui que cela incombe. » Elinor ne comprit pas très bien le début de ce qu'avait dit Mrs. Jennings, mais elle estima inutile de demander des éclaircissements. Aussi ne répondit-elle qu'à sa conclusion. Le colonel Brandon est un homme si délicat qu'il a préféré que ce fût un autre que lui-même qui annonça ses intentions à M. Ferrars. De sorte que c'est vous qui êtes forcé de le faire. Enfin, voilà une drôle de délicatesse. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas vous déranger, voyant qu'elle se disposait à écrire. Vous êtes le meilleur juge de ce que vous avez à faire. Au revoir donc, ma chérie. Je n'ai rien appris,
qui m'ait fait tant de plaisir depuis que Charlotte a accouché. » Et elle s'en alla là-dessus. Mais, revenant au bout d'un instant, « Je viens de penser à la sœur de Betty, ma chérie. Je serais très contente de lui trouver une aussi bonne maîtresse. Mais ferait-elle l'affaire, comme femme de chambre ? Assurément, je n'en sais rien. C'est une servante excellente, et elle est très adroite de son aiguille. Enfin, vous réfléchirez à tout cela à loisir. »« Certainement, madame, » répondit Elinor, sans entendre grand-chose à ce qu'elle disait, et plus désireuse de rester seule que d'en posséder le sujet. Comment elle devait commencer ? Comment elle devait s'exprimer dans son billet à Edward ? Telle était à présent sa seule préoccupation. Les circonstances spéciales de leur relation transformaient en difficulté ce qui, pour toute autre personne, eût été la chose la plus facile du monde. Mais elle craignait également d'en dire trop ou de ne pas dire assez, et resta à méditer devant son papier, la plume à la main, jusqu'à ce qu'elle fût interrompue par l'entrée d'Edward lui-même. Il avait rencontré Mrs. Jennings à la porte, tandis qu'elle se dirigeait vers sa voiture, alors qu'il était venu déposer sa carte pour prendre congé. Et après s'être excusée de ne pas revenir chez elle, elle l'avait contraint d'entrer en lui disant que Miss Dashwood était là-haut et désirait lui parler d'une affaire toute spéciale. Elinor venait précisément de se féliciter, au milieu de sa perplexité, de ce que, quelque difficile qu'il fût de s'exprimer convenablement par lettres, cela valait mieux, du moins, que de le renseigner verbalement, lorsque son visiteur entra pour l'obliger à cet effort, le plus considérable de tous. L'étonnement et la confusion de la jeune fille furent très vifs en le voyant apparaître aussi soudainement. Elle ne l'avait pas vu depuis que ses fiançailles étaient devenues publiques, et partant, depuis qu'il savait qu'elle en eut connaissance, ce qui, joint à la conscience du tour qu'avaient pris ses réflexions et de ce qu'elle avait à lui dire, lui causa, pendant quelques minutes, beaucoup d'inquiétude. Il se sentit fort affligé, lui aussi, et ils s'assirent tous les deux dans un état d'embarras fort prometteur. Il fut incapable de se rappeler s'il s'était excusé auprès d'elle de son intrusion, à l'instant où il était entré dans la pièce. Mais, résolu à être à couvert, il fit ses excuses en due forme aussitôt qu'il put dire un mot, après avoir pris une chaise. « Mrs. Jennings m'a dit, fit-il, que vous désiriez me parler. C'est du moins ce que j'ai cru comprendre. Sinon, je n'aurais certes pas fait une telle irruption chez vous. Quoique, par ailleurs, j'eusse vivement regretté de quitter Londres sans vous voir, vous et votre sœur. D'autant plus qu'il s'écoulera fort probablement quelque temps. Il est peu vraisemblable que j'aie prochainement le plaisir de vous revoir. Je pars demain pour Oxford. » « Vous ne seriez pas parti, toutefois, » dit Elinor, se ressaisissant, et résolue à en finir le plus tôt possible avec ce qu'elle redoutait tant, « sans recevoir nos bons souhaits, même si nous n'avions pas pu vous les exprimer en personne. Mrs. Jennings avait parfaitement raison dans ce qu'elle a dit. J'ai une chose importante dont il faut que je vous donne connaissance, et que j'étais sur le point de vous communiquer sur le papier. Je suis chargée d'une mission fort agréable. » En disant cela, sa respiration s'accéléra quelque peu. « Le colonel Brandon, qui était ici il y a seulement 10 minutes, m'a prié de vous dire que, comme il a cru comprendre que vous aviez l'intention d'entrer dans les ordres, il a grand plaisir à vous offrir la cure de Delaford, qui se trouve tout justement vacante, et regrette seulement qu'elle ne soit pas plus rémunératrice. Permettez-moi de vous féliciter d'avoir un ami aussi respectable et aussi bon juge d'autrui, et de m'associer à ses regrets de ce que ce bénéfice, il est d'environ 250 livres par an, ne soit pas plus important et de nature à mieux vous permettre, de nature à constituer autre chose qu'une convenance temporaire pour vous, de nature, en un mot, à assurer la réalisation de toutes vos perspectives de bonheur. » Ce qu'éprouva Edward, comme il était incapable de le dire lui-même, on ne saurait s'attendre à ce qu'un autre le dise pour lui. Son air exprimait tout l'étonnement que ne pouvait pas manquer de susciter une nouvelle aussi inattendue, une nouvelle aussi inouïe.
mais il ne put que prononcer ces 3 mots. « Le colonel Brandon ?» « Oui, » poursuivit Elinor, reprenant plus de résolution, sa tâche la plus difficile étant, pour une partie, accomplie. « Le colonel Brandon entend donner ainsi une preuve de l'intérêt qu'il prend à ce qui s'est passé récemment, à la situation cruelle dans laquelle vous a placé la conduite injustifiable de votre famille. Intérêt que nous partageons, j'en suis sûre, Marianne, moi-même et tous vos amis. Et une preuve également de sa haute estime pour votre caractère en général et de sa particulière approbation de votre attitude dans les circonstances présentes. Que le colonel Brandon me donne un bénéfice, à moi? Se peut-il que cela soit possible? La méchanceté de votre propre famille fait que vous vous étonnez de trouver quelque part de l'amitié. Non, répondit-il, prenant soudain conscience de la réalité. Non pas de la trouver chez vous, car je ne puis ignorer que c'est à vous, à votre bonté, que je dois tout cela. Je le sens. Je l'exprimerais si je le pouvais, mais comme vous le savez bien, je ne suis pas orateur. Vous vous trompez fort. Je vous assure que vous le devez entièrement, ou du moins presque entièrement, à votre propre mérite et au fait que le colonel Brandon l'ait discerné. Je n'y suis pour rien. Je ne savais même pas, avant d'avoir compris son dessein, que le bénéfice fût vacant, et l'idée ne m'était jamais venue qu'il pût avoir la disposition d'un bénéfice semblable. Comme il s'agit d'un de mes amis, d'un ami de ma famille, il se peut qu'il ait, en vérité, j'en suis sûre, encore plus de plaisir à vous l'offrir. Mais je vous en donne ma parole, vous ne devez rien à mes sollicitations. La vérité obligeait Elinor à reconnaître quelque légère participation à cet acte, mais en même temps, elle désirait si peu apparaître comme bienfaitrice d'Edward que c'est avec hésitation qu'elle le reconnaissait, ce qui contribua probablement à fortifier dans l'esprit de celui-ci le soupçon qui y était récemment entré. Il resta quelques instants plongé dans une méditation profonde, après qu'Elinor eut cessé de parler. Enfin, comme si cela lui eût coûté quelque effort, il dit « Le colonel Brandon paraît être un homme de grande valeur et éminemment respectable. J'ai toujours entendu parler de lui comme tel, et votre frère, je le sais, l'a en haute estime. Il est incontestablement un homme de bon sens, et ses façons sont celles d'un gentleman parfait. » « Certes, répondit Elinor, je crois que vous constaterez, quand vous le connaîtrez mieux, qu'il est en tout point conforme à ce qu'on vous en a dit. Et comme vous allez être si proches voisins, car je crois comprendre que le presbytère est presque tout à côté du manoir, il est particulièrement important qu'il le soit effectivement. » Edward ne répondit rien. Mais lorsqu'elle eut détourné la tête, il lui lança un regard si grave, si sérieux, si vide de joie, qu'il semblait dire qu'il pourrait dorénavant désirer que la distance entre le presbytère et le manoir fût beaucoup plus grande. Le colonel Brandon, je crois, a son logement dans St. James Street, dit-il, peu de temps après, en se levant de sa chaise. Elinor lui indiqua le numéro de la maison. « Il faut donc que je me hâte d'aller lui porter les remerciements que vous ne voulez pas me permettre de vous faire, et lui donner l'assurance qu'il a fait de moi un homme extrêmement heureux. » Elinor n'offrit pas de le retenir davantage, et ils se séparèrent avec, chez elle, les assurances fort sincères de ses vœux incessants de bonheur dans tous les changements de situation qui pourraient lui échoir, et, chez lui, une tentative d'assurance réciproque, plutôt que le pouvoir de l'exprimer. « Quand je le reverrai, se dit Elinor, au moment où la porte se refermait sur lui, ce sera comme Marie de Lucie. » Et c'est avec cette agréable perspective qu'elle s'assit pour repasser en revue le passé, se rappeler les paroles et essayer de comprendre tous les sentiments d'Edward. Et bien entendu, pour songer avec mécontentement aux siens propres. Lorsque Mrs. Jennings rentra, bien qu'elle fût allée voir des gens qu'elle n'avait encore jamais vus et au sujet desquels, en conséquence, elle devait avoir beaucoup de choses à dire,
Son esprit était tellement plus préoccupé de l'important secret en sa possession que de toute autre chose, qu'elle y revint aussitôt qu'Elinor eut reparu. « Eh bien, ma chérie, s'écria-t-elle, je vous ai envoyé le jeune homme. N'ai-je pas bien fait? Et je suppose que vous n'avez pas eu beaucoup de difficultés, que vous n'avez pas trouvé chez lui trop de répugnance à accepter votre proposition. »« Non, madame, cela n'était guère probable. »« Bon, et quand sera-t-il prêt? Car il semble que tout en dépende. »« En vérité, dit Elinor, je m'y connais si peu en formalités de ce genre que je ne puis guère rien hasarder quant au délai et à la préparation nécessaires. Mais je suppose que dans 2 ou 3 mois, son ordination pourra être achevée. »« 2 ou 3 mois !» s'écria Mrs. Jennings. « Grand Dieu, ma chérie, comme vous en parlez avec calme. Et le colonel pourra-t-il attendre 2 ou 3 mois? Saperlotte. Quant à moi, je sais bien que ça me ferait perdre toute patience. Et, bien qu'on soit très content de faire une amabilité à ce pauvre monsieur Ferrars, je crois véritablement qu'il ne vaut pas la peine de l'attendre 2 ou 3 mois. Pour sûr, on pourrait trouver quelqu'un d'autre qui ferait aussi bien l'affaire, quelqu'un qui soit déjà dans les ordres. »« Chère madame, dit Elinor, à quoi se peut-il que vous pensiez? Voyons, le seul but du colonel, c'est de rendre service à monsieur Ferrars. »« Dieu vous bénisse, ma chérie. Vous ne voulez tout de même pas me persuader que le colonel ne vous épouse que pour pouvoir donner 10 guinées à monsieur Ferrars. » Le malentendu ne pouvait plus se prolonger, et une explication eut lieu immédiatement, qui leur causa à toutes deux beaucoup d'amusement sur le moment, sans perte sensible de bonheur pour l'une ni l'autre, car Mrs. Jennings ne fit que troquer une forme de ravissement contre une autre, sans renoncer pour cela à son espoir de la première. « Oui-da, le presbytère est tout petit, dit-elle, après que fut passé le premier bouillonnement de surprise et de satisfaction, et il se peut bien qu'il soit en mauvais état d'entretien. Mais songez qu'un homme s'excuse, comme je le croyais, d'une maison qui a, à ma connaissance, 5 pièces d'habitation au rez-de-chaussée et qui, je crois bien que la femme de charge me l'a dit, peut recevoir 15 lits, et auprès de vous encore, qui avez été habitué à habiter la maisonnette de Barton. Ça m'a paru absolument ridicule. Mais, ma chérie, il faudra que nous disions un mot au colonel pour qu'il fasse quelque chose pour le presbytère, et qu'il le rende confortable pour eux avant que Lucie ne s'y installe. Mais le colonel Brandon semble bien croire que ce bénéfice sera absolument insuffisant pour leur permettre de se marier. Le colonel est un nigaud, ma chérie. Parce qu'il dispose lui-même de 2000 livres par an, il s'imagine que personne ne peut se marier avec un revenu moindre. Croyez-moi, sur parole. Si je suis encore de ce monde, je ferai une visite au presbytère de Delaford avant la Saint-Michel, et, certes, je ne m'y rendrai pas si Lucie n'y est pas. » Elinor était loin de partager son opinion quant à la probabilité qu'ils n'attendissent pas d'avoir un surcroît de ressources. Chapitre 41. Edward, ayant présenté ses remerciements au colonel Brandon, alla retrouver Lucie, chargée de son bonheur. Et il en débordait à tel point, lorsqu'il arriva à Bartlett's Buildings, qu'elle fut en mesure d'assurer à Mrs. Jennings, qui retourna la voir le lendemain pour la féliciter, qu'elle ne l'avait jamais encore, de sa vie, vu si plein d'entrain. Son propre bonheur et son propre entrain étaient, du moins, fort certains, et elle s'associa de tout cœur à l'espoir, exprimé par Mrs. Jennings, de se retrouver tous bien confortablement installés au presbytère de Delaford avant la Saint-Michel. Elle se montra, en même temps, si éloignée de tout désir de dénier à Elinor tout le mérite qu'Edward tenait à lui reconnaître, qu'elle parla de son amitié pour l'un et l'autre avec l'ardeur la plus chargée de gratitude, qu'elle fut prête à avouer toutes les obligations qu'ils avaient tous les deux envers elle, et déclara sans ambages qu'elle ne serait jamais surprise d'aucun effort de la part de Miss Dashwood, présent ou futur, en vue de leur bien, car elle la croyait capable de faire tout au monde pour ceux qu'elle prisait véritablement. Quant au colonel Brandon, elle était non seulement prête à le révérer à l'égal d'un saint, mais sincèrement désireuse qu'il fût traité comme tel dans toutes les questions d'ordre séculier.
désireuse que ses dîmes fussent relevées au maximum, et secrètement résolue à disposer pour elle-même, à de la Ford, dans toute la mesure où cela lui serait possible, de ses domestiques, de sa voiture, de ses vaches et de sa volaille. Il y avait à présent plus d'une semaine que John Dashwood était venu en visite à Berkeley Street, et comme, depuis cette époque, aucune d'entre elles ne s'était inquiétée de l'indisposition de sa femme, en dehors d'une seule demande de nouvelles verbales, Elinor commença à estimer nécessaire d'aller la voir. C'était là une obligation, toutefois, qui allait non seulement à l'encontre de sa propre inclination, mais qui n'était soutenue par aucun encouragement de la part de ses compagnes. Marianne, non contente de refuser catégoriquement de s'y rendre elle-même, s'employa vigoureusement à empêcher sa sœur d'y aller, et Mrs. Jennings, bien que sa voiture fût toujours à la disposition d'Elinor, éprouvait une telle aversion pour Mrs. John Dashwood que pas même sa curiosité de voir comment elle se comportait après la récente découverte, ni son vif désir de l'offenser en prenant la défense d'Edward, ne pouvaient surmonter sa répugnance à se retrouver en sa compagnie. En conséquence, Elinor se mit en route toute seule pour lui faire une visite, pour laquelle, en vérité, personne n'eût pu avoir moins de goût, et pour courir le risque d'un tête-à-tête avec une femme qu'aucune des autres n'avait autant de raisons de détester. Mrs. Dashwood n'était pas visible, mais avant que la voiture eût pu s'éloigner de la maison, son mari sortit par hasard. Il exprima un vif plaisir à voir Elinor, lui dit qu'il avait précisément eu l'intention de se rendre à Berkeley Street, et, lui donnant l'assurance que Fanny serait très contente de la voir, l'invita à entrer. Ils montèrent au salon. Il n'y avait personne. « Fanny doit être dans sa chambre, » dit-il. « J'irai la trouver tout à l'heure, car je suis sûr qu'elle n'aura pas la moindre objection à te voir, bien au contraire, en vérité. Maintenant, tout particulièrement. Il ne peut pas y avoir... Mais, cependant, toi et Marianne, vous avez toujours été grandement choyés. Pourquoi Marianne n'a-t-elle pas voulu venir ?» Elinor l'excusa du mieux qu'elle put. « Je ne suis pas fâché de te voir seule, » répondit-il, « car j'ai beaucoup de choses à te dire. Ce bénéfice du colonel Brandon, se peut-il que ce soit vrai? L'a-t-il réellement donné à Edward? Je l'ai appris hier, par hasard, et je me disposais à aller te voir, exprès pour avoir de plus amples renseignements là-dessus. »« C'est parfaitement vrai. Le colonel Brandon a donné le bénéfice de Delaford à Edward. »« Vraiment? Ma foi, voilà qui est fort étonnant. Pas de parenté, aucun lien de famille entre eux. Et à présent, alors que les bénéfices se vendent à de tels prix, quelle était la valeur de celui-ci? » Environ 200 livres par an. Fort bien. Et pour la collation suivante d'un bénéfice de cette valeur, en supposant que le dernier titulaire ait été vieux et maladif et prêt à l'abandonner sous peu, il aurait pu toucher, je suppose, 1400 livres. Et comment se fait-il qu'il n'ait pas réglé cette affaire avant le décès de cette personne? Maintenant, en effet, il serait trop tard pour le vendre. Mais un homme de l'intelligence du colonel Brandon, je m'étonne qu'il soit aussi imprévoyant sur un point d'un intérêt aussi commun, aussi naturel. Enfin, je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'incohérences dans presque tout caractère humain. Je suppose, toutefois, en rassemblant mes idées, que la chose doit probablement se présenter comme ceci. Edward ne doit conserver ce bénéfice que jusqu'au moment où la personne à qui le colonel a réellement vendu la collation soit d'âge à le prendre. Oui, c'est bien cela. Tu peux en être sûr. Mais Elinor le contesta de la façon la plus positive, et en lui contant qu'elle avait elle-même été chargée de transmettre à Edward l'offre du colonel Brandon, et devait en conséquence comprendre les conditions dans lesquelles le bénéfice était offert, elle l'obligea à se soumettre à son avis autorisé. « C'est véritablement étonnant !» s'écria-t-il, après avoir entendu ce qu'elle avait dit. « Quel a bien pu être le motif du colonel ?»« Un motif fort simple, rendre service à M. Ferrars. »« Enfin, quoi que puisse être le colonel Brandon, Edward a bien de la chance.
Tu voudras bien, toutefois, ne pas parler de cette affaire à Fanny, car bien que je lui en ai touché un mot, et qu'elle le supporte vaillamment, il ne lui sera pas agréable d'en entendre parler longuement. » Elinor eut quelques difficultés à ce point de l'entretien, à se retenir de faire remarquer qu'elle estimait que Fanny eût pu supporter avec calme une acquisition de fortune pour son frère, alors que ni elle-même, ni son enfant ne pouvaient aucunement s'en voir appauvris. « Mrs. Ferrars, ajouta-t-il, baissant la voix pour lui donner le ton qui convenait à un sujet aussi important, n'en sait rien pour le moment, et je crois qu'il sera préférable de lui cacher aussi longtemps que possible. Quand le mariage aura lieu, je crains bien qu'il ne lui faille apprendre toute l'affaire. » « Mais pourquoi est-il nécessaire d'observer une telle prudence ? Bien qu'il ne faille pas supposer que Mrs. Ferrars puisse éprouver la moindre satisfaction à savoir que son fils possède de quoi vivre, car cela doit être absolument hors de question, pourquoi, néanmoins, serait-elle censée ressentir quoi que ce soit ? Elle en a fini avec son fils, elle l'a rejeté à jamais, et l'a également fait rejeter par tous ceux sur qui elle exerce quelque influence. À coup sûr, après avoir agi ainsi, on ne peut l'imaginer susceptible d'aucune impression de chagrin ou de joie à propos de lui. Elle ne peut s'intéresser à rien de ce qui lui arrive. Elle n'aurait pas la faiblesse de rejeter la consolation d'un enfant tout en conservant l'inquiétude d'une mère. « Ah, Elinor, dit John, ton raisonnement est fort juste, mais il est fondé sur l'ignorance de la nature humaine. Quand le malencontreux mariage d'Édouard aura lieu, tu peux y compter. Sa mère y sera aussi sensible que si elle ne l'avait jamais répudié, et c'est pourquoi il faut lui cacher, dans toute la mesure du possible, toute circonstance susceptible d'accélérer cet événement affreux. Mrs. Ferrars ne pourra jamais oublier qu'Édouard est son fils. »« Tu m'étonnes. Il me semble que, depuis le temps, cela a dû échapper presque totalement à sa mémoire. »« Tu es extrêmement injuste envers elle. Mrs. Ferrars est l'une des mères les plus affectueuses qui soient au monde. » Elinor se tut. « Nous songeons maintenant, dit M. Dashwood, après un bref silence, à faire épouser Miss Morton à Robert. » Elinor, souriant devant l'importance grave et décisive du ton de son frère, répondit avec calme. « La dame, je le présume, n'a aucun choix à exercer en cette affaire. »« Choisir, que veux-tu dire ? » ?»« Je veux dire simplement que je suppose, d'après ta façon de parler, qu'il doit être indifférent à Miss Morton d'épouser Edward ou Robert. »« Certainement, il ne peut y avoir de différence. Car Robert sera maintenant considéré virtuellement comme le fils aîné. Et quant au reste, ils sont l'un et l'autre des jeunes gens fort agréables. Je ne sache pas que l'un soit supérieur à l'autre. » Elinor n'en dit pas davantage, et John garda également le silence pendant quelques instants. Ses réflexions se terminèrent ainsi. « Il y a une chose, ma chère sœur, » lui prenant la main avec bonté et parlant dans un chuchotement chargé d'effroi respectueux, « dont je puis te donner l'assurance, et je le ferai parce que je sais que cela devra être agréable. J'ai de bonnes raisons de croire, en vérité, je le tiens de la meilleure source, sinon je ne le répéterai pas, car sans cela, ce serait fort mal d'en dire quoi que ce soit. Mais je le tiens de la meilleure source. Non pas que j'ai jamais entendu dire d'une façon précise à Mrs. Ferrars elle-même, mais sa fille l'a entendu, et c'est d'elle que je le tiens. Bref, que, quelles que puissent être les objections à l'encontre d'une certaine union, tu me comprends, elle lui eût été de beaucoup préférable, elle ne lui eût pas causé la contrariété que lui donne celle-ci. J'ai été extrêmement content d'apprendre que Mrs. Ferrars envisageait la chose sous ce jour-là. Circonstance flatteuse, n'est-ce pas, pour nous tous. C'eût été, sans comparaison, a-t-elle dit, des deux mots le moindre, et elle serait heureuse de n'avoir à transiger à présent pour rien de pire. Néanmoins, tout cela est absolument hors de question. Il n'y faut pas songer ni en parler. Quant à toute attache, n'est-ce pas, cela n'aurait jamais pu. Tout cela est fini. Mais j'ai pensé que je t'en dirais un mot, parce que je savais à quel point cela te ferait plaisir.
Non pas que tu aies aucune cause de regret, ma chère Elinor. Il n'y a aucun doute que tu ne t'en tires extrêmement bien, tout aussi bien, ou mieux, peut-être, tout compte fait. As-tu vu récemment le colonel Brandon ? Elinor en avait entendu assez, sinon pour flatter sa vanité et accroître son importance à ses propres yeux, mais pour agiter ses nerfs et occuper son esprit. Et elle fut donc contente de se voir épargner la nécessité de répondre longuement elle-même et le danger d'en apprendre davantage de la bouche de son frère grâce à l'entrée de M. Robert Ferrars. Après quelques instants de bavardage, John Dashwood, se rappelant que Fanny n'avait pas encore été prévenue de la présence de sa sœur, quitta la pièce pour aller à sa recherche. Et Elinor eut l'occasion de faire plus ample connaissance avec Robert, qui, par la gaieté insouciante, l'heureuse suffisance de ses façons, alors qu'il profitait d'un partage aussi injuste de l'amour et de la libéralité de sa mère, au préjudice de son frère banni, partage qu'il n'avait gagné que par son propre genre de vie dissipé, joint à la probité de ce frère, confirmait pour elle l'opinion fort peu favorable qu'elle avait de sa tête et de son cœur. À peine avait-il été 2 minutes en tête-à-tête qu'il se mit à parler d'Edward, car il avait, lui aussi, eu vent du bénéfice et était plein de curiosité indiscrète à ce sujet. Elinor lui en répéta les détails, comme elle les avait donnés à John, et leur effet sur Robert, bien que fort différent, ne fut pas moins marquant qu'il ne l'avait été sur lui. Il se mit à rire fort immodérément. L'idée qu'Edward fût prêtre et habitât un petit presbytère le divertit outre mesure, et lorsque s'ajouta à cela le tableau fantaisiste d'Edward lisant les prières, vêtu d'un surplis blanc et publiant les bans d'un mariage entre John Smith et Mary Brown, il fut incapable de rien concevoir de plus ridicule. Elinor, tandis qu'elle attendait, silencieuse et pleine d'une gravité immuable, la fin d'une semblable hilarité stupide, ne put empêcher ses yeux de rester fixés sur lui, animés d'un regard qui exprimait tout le mépris qu'elle suscitait. Ce fut toutefois un regard fort judicieusement placé, car il la soulagea de ses propres sentiments, sans qu'il s'en rendît aucunement compte. Il fut rappelé de l'esprit à la sagesse, non par un reproche d'Elinor, mais par sa propre sensibilité. « Nous avons beau traiter cela comme une plaisanterie, finit-il par dire, mais, sur mon âme, c'est une affaire très sérieuse. Pauvre Edward, il est ruiné à jamais. Je le regrette vivement, car je sais qu'il a fort bon cœur. Il est aussi plein de bonnes intentions, peut-être bien, que quiconque au monde. Il ne faut pas que vous le jugiez, Miss Dashwood, d'après le peu que vous en connaissez. Pauvre Edward, ses façons ne sont certes pas les plus heureuses qui soient, mais nous ne naissons pas tous, n'est-ce pas, avec les mêmes facultés, le même savoir-faire. Pauvre garçon, le voir parmi une bande d'étrangers, voilà qui était, à coup sûr, assez pitoyable. Mais, sur mon âme, je crois qu'il a autant de cœur que quiconque dans le royaume. Et je vous déclare et vous assure que je n'ai, de ma vie, été aussi scandalisé que quand tout cela a éclaté au jour. Je ne pouvais pas y croire. Ma mère a été la première personne à m'en parler, et, saisi du sentiment qu'il m'incombait d'agir avec résolution, je lui ai dit immédiatement « Chère madame, j'ignore ce que vous avez l'intention de faire à ce sujet, mais je dois dire que si Edward épouse effectivement cette jeune femme, je ne le reverrai plus jamais. » Voilà ce que j'ai dit immédiatement. J'étais, en vérité, exceptionnellement scandalisé. Pauvre Edward. Il s'est complètement perdu. Il s'est exclu à jamais de toute société convenable. Mais, comme je l'ai dit aussitôt à ma mère, je n'en suis nullement surpris. D'après le genre d'éducation qu'il a reçu, c'est une chose à laquelle il fallait toujours s'attendre. Ma pauvre mère en a été complètement folle. Avez-vous jamais vu la personne ? Oui, une fois, pendant qu'elle était reçue dans cette maison. Je suis entré par hasard pour 10 minutes, et je l'ai vue bien suffisamment. La simple campagnarde la plus gauche, sans style ni élégance et presque sans beauté. Je me souviens parfaitement d'elle. Exactement le genre de jeune fille
que je croirais susceptible d'attirer ce pauvre Edward. J'ai immédiatement offert, dès que ma mère m'eut conté l'affaire, de lui parler moi-même et de la dissuader de ce mariage. Mais il était déjà trop tard, à ce que j'ai constaté, pour faire quoi que ce soit, car, malheureusement, je ne me suis pas trouvé là au début, et je n'en ai rien su jusqu'à ce que la rupture fût un fait accompli, alors que ce n'était plus mon rôle d'intervenir, n'est-ce pas? Si seulement j'en avais été informé quelques heures plus tôt, je crois qu'il est fort probable qu'on aurait pu combiner quelque chose. J'aurais certainement présenté la chose à Edward sous un jour fort vigoureux. « Mon cher, lui aurais-je dit, réfléchis donc à ce que tu fais. Tu contractes là une union fort honteuse, et telle que ta famille est unanime à la réprouver. » Bref, je ne pus m'empêcher de penser qu'on aurait pu trouver un moyen. Mais maintenant, tout cela vient trop tard. Il doit mourir de faim, n'est-ce pas? C'est certain. Absolument mourir de faim. Il venait de régler ce point avec beaucoup de calme, lorsque l'arrivée de Mrs. John Dashwood mit fin à ce sujet. Mais bien qu'elle n'en parlât jamais en dehors de sa famille, Elinor en remarqua l'influence sur son esprit, dans ce quelque chose de semblable à la confusion de sa mère, avec quoi elle fit son entrée, et une tentative de cordialité dans son attitude envers elle. Elle alla même jusqu'à exprimer des regrets en apprenant qu'Elinor et sa sœur devaient quitter Londres si prochainement, car elle avait espéré les voir davantage. Effort dans lequel son mari, qui l'accompagna dans la pièce et demeura suspendu tout énamouré à ses paroles, sembla distinguer tout ce qu'il y avait de plus affectueux et d'aimable. Chapitre 42. Une autre visite à Harley Street, visite brève pour prendre congé, au cours de laquelle Elinor reçut les félicitations de son frère, en raison de ce qu'elle se rendisse si près de Barton sans aucune dépense, et en raison de ce que le colonel Barton dut les suivre à Cleveland au bout d'un jour ou deux, compléta le commerce du frère et des sœurs à Londres. Et une vague invitation de la part de Fanny à venir à Norland lorsque par hasard elle passerait par là, ce qui était bien la plus improbable de toutes choses, joint à une assurance plus chaleureuse, quoique moins publique, de John à Elinor, de la promptitude avec laquelle il viendrait la voir à Delaford, fut tout ce qui laissait prévoir une rencontre à la campagne. Cela l'amusa de noter que tous ses amis semblaient résolus à l'envoyer à Delaford, localité où, entre toutes, elle aimerait le moins à se rendre, où désirerait le moins résider. Car non seulement ce lieu était considéré par son frère et par Mrs. Jennings comme son foyer futur, mais Lucie elle-même, lorsqu'elles se séparèrent, l'invita d'une façon pressante à l'y venir voir. Dans les tout premiers jours d'avril, et de bon matin, les deux groupes de Hanover Square et de Berkeley Street entamèrent le voyage à partir de leurs demeures respectives pour se rejoindre sur la route en un endroit convenu. Pour la commodité de Charlotte et de son enfant, ils devaient mettre plus de 2 jours à effectuer le trajet, et M. Palmer, voyageant d'une façon plus rapide avec le colonel Brandon, devait les retrouver à Cleveland peu après leur arrivée. Marianne, quelque rares qu'eussent été ses heures de bien-être à Londres, et quelque désireuse qu'elle eût été depuis longtemps de le quitter, fut incapable, le moment venu, de dire adieu, sans chagrin profond, à la maison dans laquelle elle avait pour la dernière fois goûté ses espoirs et cette confiance en Willoughby qui était à présent éteint à jamais. Elle ne put non plus quitter sans verser d'abondantes larmes le lieu où restait Willoughby, occupé à de nouvelles obligations mondaines et à des projets nouveaux, auxquels elle ne pouvait participer. La satisfaction d'Elinor au moment du départ fut plus positive. Elle n'avait point d'objet semblable sur lequel pussent se fixer ses pensées attardées. Elle ne laissait derrière elle aucune créature dont elle pût éprouver un seul instant de regret à être séparée à jamais. Elle était contente de se libérer de la persécution de l'amitié de Lucie. Elle était reconnaissante d'emmener sa sœur sans que Willoughby l'eût revue depuis son mariage, et elle envisageait, pleine d'espoir, ce que quelques mois de vie paisible à Barton pourraient effectuer pour restaurer la tranquillité d'esprit de Marianne
et confirmer la sienne. Leur voyage s'effectua sans encombre. Le second jour les amena dans le comté chéri, ou interdit, de Somerset, car c'est ainsi qu'y insistait tour à tour l'imagination de Marianne. Et, dans la matinée du troisième jour, elles arrivèrent à Cleveland. Cleveland était une maison spacieuse, de construction moderne, située sur une pelouse en pente. Elle n'avait pas de parc, mais les jardins d'agrément étaient assez étendus. Et, comme toute autre résidence du même degré d'importance, elle possédait ses bosquets découverts et sa promenade sous bois plus touffue. Une route de gravier unie, contournant les bocteaux, conduisait à la façade principale. La pelouse était parsemée d'arbres. La maison elle-même était sous la protection des sapins, des sorbiers et des acacias, et un écran épais de toutes ces espèces réunies, mêlées de hauts peupliers de Lombardie, masquait les communs. Marianne pénétra dans la maison, le cœur gonflé d'une émotion que lui donnait la conscience de n'être qu'à 80 milles de Barton et à moins de 30 de Combe Magna. Et avant qu'elle eût été 5 minutes dans ses murs, pendant que les autres étaient activement occupés à aider Charlotte à montrer son enfant à la femme de charge, elle en ressortit, se faufilant à travers les bosquets serpentants qui commençaient tout juste à apparaître en beauté pour gagner une éminence lointaine. D'où, délaissant son temple grec, le regard de la jeune fille, parcourant une vaste étendue de campagne vers le sud-est, pouvait se poser avec amour sur la crête montagneuse la plus lointaine à l'horizon et s'imaginer que, du haut de leur sommet, on pouvait apercevoir Combe Magna. C'est en de pareils moments de détresse précieuse, inestimable, qu'elle goûta, parmi les larmes de douleur cuisante, la joie d'être à Cleveland. Et tandis qu'elle revenait à la maison par un circuit différent, sensible à tout le privilège heureux de la liberté rurale, de la possibilité d'errer d'un endroit à un autre, dans une solitude libre et luxueuse, elle résolut de consacrer presque chacune des heures de chacune des journées qu'elle passerait chez les Palmer à se livrer à de pareilles randonnées solitaires. Elle revint juste à temps pour se joindre aux autres au moment où elle quittait la maison pour faire le tour des parties plus rapprochées. Et le reste de la matinée se passa facilement à errer par le potager, à examiner les efflorescences de ses murs, à écouter les lamentations du jardinier à propos des pucerons, à s'attarder dans la serre où la perte de ses plantes préférées, imprudemment exposées et piquées par la gelée tardive, suscita les rires de Charlotte, et à visiter sa basse-cour où, dans les espoirs déçus de sa fille de laiterie à propos de poules abandonnant leur nid ou volées par un renard, ou de la mort rapide d'une jeune couvée, elle trouva de nouvelles sources de gaieté. La matinée était belle et sèche, et Marianne, dans ses projets de sortie qui l'occuperaient, n'avait pas compté sur un changement de temps au cours de leur séjour à Cleveland. Aussi fut-ce avec une profonde surprise qu'elle se trouva empêchée, par une pluie persistante, de faire une nouvelle sortie après le dîner. Elle avait compté faire une promenade au crépuscule jusqu'au temple grec, et peut-être par tout le jardin, et une soirée simplement froide ou humide ne l'en eût pas retenue. Mais elle fut contrainte de reconnaître elle-même qu'une pluie vigoureuse et persistante n'était pas un temps sec ni agréable pour la marche. Leur groupe était restreint, et les heures s'écoulèrent tranquillement. Mrs. Palmer avait son enfant et Mrs. Jennings sa tapisserie. Elles parlèrent des amis qu'elles avaient laissés derrière elles, disposèrent les obligations mondaines de Lady Middleton et se demandèrent si M. Palmer et le colonel Brandon dépasseraient Reading ce soir-là. Elinor, quelque peu qu'elle s'y intéressât, se joignit à leur entretien, et Marianne, qui avait la spécialité, dans chaque maison, de trouver le chemin de la bibliothèque, quel que pût être le soin qu'apportait la famille, en général, à l'éviter, ne tarda pas à se procurer un livre. Rien de ce que pouvait faire la bonne humeur constante et amicale de la part de Mrs. Palmer ne manqua pour qu'elles se sentissent les bienvenues. La franchise et la cordialité de ses façons rachetaient, et au-delà, ce manque de recueillement et d'élégance qui faisait qu'elle laissait souvent à désirer quant aux formes de la politesse. Son amabilité,
que recommandait un visage aussi joli, était engageante. Sa sottise, quoique manifeste, était dénuée de vanité, et Elinor eût pu lui pardonner toute chose, hormis son rire. Les deux gentlemen arrivèrent le lendemain pour participer à un dîner fort tardif, ce qui permit un élargissement agréable du groupe et apporta une variété fort bienvenue à la conversation qu'une longue matinée de la même pluie continue avait réduite à un niveau bien bas. Elinor connaissait si peu M. Palmer et avait vu dans ce peu tant de diversité dans la façon dont il les avait abordés, elle et sa sœur, qu'elle ne savait pas à quoi s'attendre de sa part au sein de sa propre famille. Elle trouva chez lui, toutefois, le parfait gentleman dans son attitude envers ses invités, et ne le vit que de temps à autre discourtois envers sa femme et sa belle-mère. Elle constata qu'il était fort capable d'être un compagnon agréable, et qu'il n'était empêché de l'être toujours que par une aptitude excessive à s'imaginer aussi supérieur aux gens en général qu'il devait sentir qu'il l'était par rapport à Mrs. Jennings et à Charlotte. Quant au reste de ses habitudes et de son caractère, il n'était marqué, pour autant qu'Elinor pût s'en rendre compte, d'aucun trait qui eût quoi que ce soit d'exceptionnel chez son sexe et son âge. Il était difficile pour la nourriture, incertain dans ses heures. Il aimait son enfant, bien qu'il affectât de le ravaler, et gaspillait au billard les matinées qui auraient dû être consacrées aux affaires. Dans l'ensemble, toutefois, il lui plut mieux qu'elle ne s'y était attendue, et au fond de son cœur, elle ne regretta pas qu'il lui fût impossible de l'apprécier davantage. Elle ne regretta pas d'être poussée par l'observation de son épicurisme, de son égoïsme et de sa vanité, à revenir avec satisfaction au souvenir du caractère généreux, des goûts simples et des sentiments modestes d'Edward. Quant à Edward, ou du moins à certaines choses qui le concernaient, elle en fut informée à présent par le colonel Brandon, qui était allé récemment dans le Dorsetshire, et qui, la traitant à la fois comme l'amie désintéressée de M. Ferrars et comme une aimable confidente pour lui-même, lui parla longuement du presbytère de Delaford, en décrivit les imperfections et lui dit ce qu'il avait l'intention de faire personnellement afin d'y remédier. L'attitude du colonel en tout ceci, comme en toute autre chose, son plaisir visible à la retrouver après une absence de 10 jours seulement, son empressement à causer avec elle et la déférence qu'il marquait envers l'opinion de la jeune fille pouvait fort bien justifier Mrs. Jennings dans la conviction qu'elle avait de son attachement, et aurait suffi, peut-être, si Elinor n'avait pas continué à croire, comme elle l'avait fait dès l'abord, que Marianne était sa véritable préférée, à le lui faire soupçonner elle-même. Mais, en l'espèce, une idée de ce genre ne lui était pour ainsi dire jamais venue à l'esprit, sauf quand Mrs. Jennings la lui avait suggérée. Et elle ne pouvait s'empêcher de se croire la plus fine observatrice des deux. Elle regardait les yeux du colonel, tandis que Mrs. Jennings ne songeait qu'à son attitude. Et alors que l'air de sollicitude inquiète du colonel, lorsque Marianne ressentit à la tête et dans la gorge le début d'un gros rhume, échappa totalement à l'observation de cette dame, parce qu'il demeura inexprimé en paroles, elle sut y découvrir, elle, les sentiments rapides et les craintes superflues d'un amoureux. 2 promenades délicieuses au crépuscule, le 3e et le 4e soir de son séjour, non pas simplement sur le gravier sec des bosquets, mais par tout le jardin et surtout dans les parties les plus éloignées, où il y avait quelque chose de plus sauvage que dans les autres, où les arbres étaient les plus vieux et l'herbe la plus haute et la plus mouillée, avaient, jointe à l'imprudence encore plus grave d'avoir gardé ensuite ses chaussures et ses bas mouillés, donné à Marianne un rhume si violent que, quoiqu'il eût été dédaigné ou nié pendant 1 jour ou 2, il s'imposa, par des mots croissants, à l'inquiétude de tout le monde et à sa propre attention. Les ordonnances plurent, de toute provenance, et, comme d'habitude, elles furent toutes refusées. Bien qu'elle se sentît alourdie et fiévreuse, avec des douleurs dans tous les membres, une toux et un mal de gorge, une bonne nuit de repos devait la guérir complètement.
et ce fut avec difficulté qu'Elinor la persuada, lorsqu'elle se mit au lit, d'essayer d'un ou deux des remèdes les plus simples. Chapitre 43. Marianne se leva le lendemain matin à son heure habituelle. Elle répondit à toutes les demandes qu'elle allait mieux et essaya de prouver qu'il en était bien ainsi en se livrant à ses occupations accoutumées. Mais une journée passée à grelotter devant le feu, un livre à la main, lasse et languissante sur un canapé, ne témoigna pas éloquemment en faveur de l'amélioration de sa santé. Et lorsque, en fin de compte, elle alla se coucher de bonne heure, de plus en plus indisposée, le colonel Brandon s'étonna seulement du calme de sa sœur, qui, bien qu'elle l'eût soignée et dorlotée toute la journée, contrairement au désir de Marianne, et l'eût contrainte à prendre pour la nuit des médicaments appropriés, s'en remit, comme Marianne, à la certitude et à l'efficacité du sommeil, et ne ressentit aucune crainte sérieuse. Une nuit fort agitée et fiévreuse déçut toutefois leur attente, à toutes deux, et lorsque Marianne, après avoir persisté à se lever, s'avoua incapable de se redresser pour s'asseoir, et retourna volontairement au lit, Elinor fut toute disposée à adopter le conseil de Mrs. Jennings et à faire appeler l'apothicaire des Palmer. Il vint, examina sa malade et, tout en encourageant Miss Dashwood à s'attendre à ce que quelques jours rétablissent la santé de sa sœur, causa une inquiétude immédiate à Mrs. Palmer pour son bébé en déclarant que son mal avait une tendance infectieuse et en laissant échapper de ses lèvres le mot « contagion ». Mrs. Jennings, qui avait été portée dès le début à trouver la maladie de Marianne plus sérieuse que ne l'avait cru Elinor, prit à présent un air fort grave après avoir entendu le rapport de M. Harris, et, confirmant les craintes et la prudence de Charlotte, insista vivement sur la nécessité du départ immédiat de celle-ci avec l'enfant. Et M. Palmer, bien qu'il fît bon marché de leurs appréhensions, trouva l'inquiétude et l'importunité de sa femme trop fortes pour y résister. Son départ fut donc résolu, et, moins d'une heure après l'arrivée de M. Harris, elle partit, avec son petit garçon et la nourrice, pour la maison d'une proche parente de M. Palmer, qui habitait à quelques milles de l'autre côté de Bath, où son mari promit, sur sa prière instante, de la rejoindre au bout d'un jour ou deux. Et elle se montra presque aussi pressante envers sa mère pour qu'elle l'y accompagnât. Mais Mrs. Jennings, avec une bonté de cœur qui lui attira l'amour sincère d'Elinor, proclama sa résolution de ne pas bouger de Cleveland tant que Marianne serait encore malade, et de s'efforcer, par ses soins attentifs et personnels, de remplacer auprès d'elle la mère à qui elle l'avait enlevée. Et Elinor trouva en elle, en toute occasion, une aide pleine de bonne volonté et fort active, désireuse de prendre part à toutes ses fatigues, et souvent, grâce à sa plus grande expérience de la besogne d'infirmière, d'une réelle utilité. La pauvre Marianne, languissante et abattue en raison de la nature de son mal, et se sentant gravement malade, ne pouvait plus espérer que le lendemain la verrait guérie. Et l'idée de ce que le lendemain eût produit, n'eût été cette malencontreuse maladie, aggrava encore toutes ses souffrances. Car c'est ce jour-là qu'elle devait commencer leur voyage de retour, et accompagnée sur tout le trajet par un domestique de Mrs. Jennings, elle devait prendre leur mère par surprise le lendemain dans la matinée. Le peu qu'elle dit fut consacré à des lamentations en raison de ce délai inévitable. Bien qu'Elinor essayât de ranimer son courage et de lui faire croire, comme elle le croyait réellement elle-même, à ce moment, qu'il serait très court. Le lendemain n'apporta que peu ou point de changement dans l'état de la malade. Elle n'allait certainement pas mieux, et, si ce n'est qu'il n'y eut pas d'amélioration, son mal ne paraissait pas avoir empiré. Leur groupe se trouva alors encore réduit, car M. Palmer, bien qu'il lui répugnât fort de partir, autant par humanité et bienveillance réelle que parce qu'il lui déplaisait d'avoir l'air d'être chassé par la peur de sa femme, fut enfin autorisé par le colonel Brandon à mettre à exécution la promesse qu'il avait faite de la suivre. Et pendant qu'il se préparait à partir, le colonel Brandon, au prix de beaucoup plus d'efforts, commença à parler de s'en aller lui aussi. Là, toutefois,
l'amabilité de Mrs. Jennings s'interposa de la façon la plus acceptable. Car renvoyer le colonel alors que son amour était en proie à une telle inquiétude à cause de sa sœur, ce serait les priver l'un et l'autre, pensait-elle, de toute consolation. C'est pourquoi elle lui dit immédiatement que sa présence à Cleveland lui était nécessaire, à elle, qu'elle aurait besoin de lui pour sa partie de piquet, le soir, pendant que Miss Dashwood serait là-haut auprès de sa sœur, etc. Et le pressa si vivement de rester que lui-même, qui exauçait le premier désir de son cœur en acceptant, ne put longtemps paraître seulement soulever des objections. D'autant plus que la prière de Mrs. Jennings fut chaleureusement appuyée par M. Palmer, qui paraissait éprouver un soulagement personnel en laissant derrière lui une personne aussi capable d'assister ou de conseiller Miss Dashwood en cas d'urgence. Marianne fut, bien entendu, tenue dans l'ignorance de toutes ces dispositions. Elle ne sut pas qu'elle avait été le motif du renvoi des propriétaires de Cleveland environ 7 jours après le moment de leur arrivée. Elle ne fut pas surprise de ne pas voir Mrs. Palmer, et comme, par ailleurs, elle ne s'en inquiétait pas, elle ne prononça jamais son nom. 2 jours s'écoulèrent à partir du départ de M. Palmer, et l'état de Marianne demeura le même, avec très peu de variations. M. Harris, qui venait la voir tous les jours, parlait encore bravement d'un prompt rétablissement, et Miss Dashwood était également optimiste. Mais les perspectives des autres n'étaient nullement aussi riantes. Mrs. Jennings s'était persuadée, dès le début de la maladie, que Marianne ne s'en remettrait jamais, et le colonel Brandon, dont la principale utilité consistait à écouter les tristes pressentiments de Mrs. Jennings, n'était pas dans un état d'esprit susceptible de résister à leur influence. Il essaya de se raisonner afin de dissiper des craintes que le jugement différent de l'apothicaire semblait rendre absurdes. Mais les nombreuses heures de chacune de ces journées où il était complètement abandonné à lui-même n'étaient que trop favorables à la pénétration de toute idée mélancolique, et il fut incapable de chasser de son esprit la conviction selon laquelle il ne reverrait plus Marianne. Le matin du 3e jour, toutefois, leurs sombres pronostics, à tous deux, furent presque dissipés, car lorsque M. Harris arriva, il déclara que sa malade allait nettement mieux. Son pouls était beaucoup plus vigoureux, et tous les symptômes étaient plus favorables que lors de sa visite précédente. Elinor, confirmée dans tous ses espoirs agréables, fut toute gaieté. Elle se réjouit de ce que, dans ses lettres à sa mère, elle s'en fût tenue à son propre jugement plutôt qu'à celui de son amie, et eût pris à la légère l'indisposition qui les retenait à Cleveland. Et elle fut près de préciser l'époque où Marianne serait en état de voyager. Mais la journée ne se termina pas sous d'aussi bons auspices qu'elle avait commencé. Vers le soir, Marianne retomba malade, plus accablée, plus agitée et plus mal à son aise que précédemment. Sa sœur, pourtant, toujours confiante, était disposée à n'attribuer ce changement à rien de plus qu'à la fatigue de s'être assise pour qu'on lui refît son lit, et, ayant administré avec soin les cordiaux prescrits, elle la vit enfin tomber dans un assoupissement dont elle espérait les effets les plus bienfaisants. Le sommeil de Marianne, bien qu'il ne fût pas aussi calme qu'Elinor eût désiré le voir, dura un temps considérable, et, impatiente d'en observer elle-même les résultats, elle résolut de veiller auprès d'elle pendant toute sa durée. Mrs. Jennings, ne sachant rien d'un changement survenu chez la malade, alla se coucher exceptionnellement tôt. Sa femme de chambre, qui était l'une des infirmières principales, se récréait dans la chambre de la femme de charge, et Elinor resta seule auprès de Marianne. Le repos de celle-ci devint de plus en plus troublé, et sa sœur, qui suivait avec une attention ininterrompue ces changements continuels de posture et écoutait les plaintes fréquentes mais inarticulées qui s'échappaient de ses lèvres, eut presque envie de l'arracher à un sommeil aussi douloureux, lorsque Marianne, soudain réveillée par quelque bruit accidentel dans la maison, se redressa en sursaut et s'écria d'une voix farouchement fébrile. « Maman vient-elle » ? « Pas encore, » répondit l'autre, dissimulant sa terreur, et aidant Marianne à se recoucher. « Mais elle sera ici
je l'espère, avant longtemps. C'est un long trajet, vois-tu, d'ici à Barton. Mais il ne faut pas qu'elle fasse le détour par Londres, s'écria Marianne, du même ton empreint de hâte. Je ne la verrai jamais, si elle va à Londres. Elinor perçut avec effroi qu'elle n'avait pas tous ses esprits, et, tout en s'efforçant de la calmer, lui tâta avidement le pouls. Il était plus faible et plus rapide que jamais. Et, comme Marianne continuait à parler follement de maman, l'effroi d'Elinor s'accrut si vite qu'elle résolut de faire appeler à l'instant M. Harris et d'envoyer un messager à Barton pour ramener sa mère. Consulté avec le colonel Brandon quant au meilleur moyen de réaliser ce dernier projet, ce fut là une idée qui succéda immédiatement à la décision qu'elle avait prise de l'effectuer. Et aussitôt qu'elle eut sonné pour appeler la servante qui devait la remplacer auprès de sa sœur, elle descendit bien vite dans la salle à manger où elle savait qu'on pouvait généralement trouver le colonel à une heure beaucoup plus avancée que la présente. L'heure n'était pas aux hésitations. Elle lui exposa immédiatement ses craintes et ses difficultés. Quant à ses craintes, il manquait de courage et de confiance pour tenter de les dissiper. Il les écouta avec un accablement silencieux, mais ses difficultés, il y remédia à l'instant, car, avec un empressement qui semblait proclamer que l'occasion et le service étaient préparés par avance dans son esprit, il s'offrit à être le messager qui irait chercher Mrs. Dashwood. Elinor n'opposa point de résistance qui ne fût facile à vaincre. Elle le remercia avec une gratitude fervente, quoique brève, et tandis qu'il allait dépêcher son domestique avec un message pour M. Harris et une commande immédiate de chevaux de poste, elle écrivit quelques mots à sa mère. Le réconfort, en cet instant, d'un ami comme le colonel Brandon, d'un tel compagnon pour sa mère, avec quelle gratitude elle en eut conscience, d'un compagnon dont le jugement la guiderait, dont la présence devait la soulager et dont l'amitié pourrait l'apaiser, dans la mesure où le choc d'un semblable appel pouvait être amoindri pour elle, sa présence, ses façons, son assistance, l'amoindrirait en effet. Quant à lui, cependant, quoi qu'il pût éprouver, il agit avec toute la fermeté d'un esprit recueilli, prit toutes les dispositions nécessaires de la façon la plus expéditive et calcula avec exactitude le moment où elle pouvait s'attendre à son retour. Pas un instant ne fut perdu en délai d'aucune sorte. Les chevaux arrivèrent plus tôt même qu'on ne l'espérait, et le colonel Brandon, se contentant de presser la main d'Elinor avec un regard empreint de solennité et de lui dire quelques mots à voix trop basse pour qu'ils parvinssent à son oreille, se hâta de monter en voiture. Il était alors environ minuit, et elle retourna dans la chambre de sa sœur pour attendre l'arrivée de l'apothicaire et veiller auprès d'elle le restant de la nuit. Ce fut une nuit de souffrance presque égale pour l'une et pour l'autre. Les heures succédèrent aux heures dans une insomnie douloureuse et de délire, en ce qui concerne Marianne, et dans l'inquiétude la plus cruelle quant à Elinor, avant que ne parût M. Harris. Les appréhensions d'Elinor, une fois suscitées, compensèrent, par leur excès, toute sa sécurité antérieure, et la servante qui veillait avec elle, car elle ne voulut pas qu'on appelât Mrs. Jennings, ne fit que la tourmenter davantage par ses insinuations de ce qu'avait toujours pensé sa maîtresse. Les idées de Marianne étaient toujours, par intervalles, fixées d'une façon incohérente sur sa mère, et chaque fois qu'elle prononçait son nom, il occasionnait un tiraillement douloureux au cœur d'Elinor, qui, se reprochant d'avoir pris à la légère tant de journées de maladie, et malheureuse de ne pouvoir donner quelque soulagement, s'imaginait que tout apaisement risquait bientôt d'être vain, que tout avait été trop longtemps retardé, et se représentait sa mère douloureuse arrivant trop tard pour voir cet enfant bien-aimé ou pour l'avoir doué de sa raison. Elle était sur le point de faire appeler de nouveau M. Harris, ou, s'il lui était impossible de venir, de chercher conseil par ailleurs, lorsqu'il arriva, mais alors qu'il était déjà plus de 5 heures. Son avis, toutefois, racheta quelque peu son retard, car, bien qu'il reconnût chez sa malade un changement fort inattendu et désagréable, il ne voulut pas admettre que le danger fût considérable,
et parla du soulagement que devait donner un nouveau mode de traitement, avec une confiance qui, à un degré moindre, se communiqua à Elinor. Il promit de revenir au bout de 3 ou 4 heures, et quitta la malade et son infirmière, soucieuse, dans un état plus calme qu'il ne les avait trouvés. Ce fut avec beaucoup d'inquiétude et avec force reproche de ce qu'on ne l'eût pas appelé à la rescousse que Mrs. Jennings apprit le lendemain matin ce qui s'était passé. Ses appréhensions primitives, ranimées à présent avec plus de raison, ne lui laissèrent nul doute quant à l'événement. Et bien qu'elle essayât de dire des paroles réconfortantes à Elinor, la conviction qu'elle avait du danger de sa sœur ne lui permit pas d'offrir la consolation de l'espoir. Elle avait le cœur sincèrement meurtri. L'affaiblissement rapide, la mort prématurée d'une fille aussi jeune, aussi ravissante que Marianne, eût certes frappé d'anxiété une personne moins intéressée. Mais elle avait d'autres titres à la compassion de Mrs. Jennings. Elle avait été depuis 3 mois sa compagne. Elle était encore confiée à sa garde, et l'on savait qu'elle avait été gravement meurtrie et depuis longtemps malheureuse. La détresse de sa sœur aussi, tout particulièrement sa préférée, était étalée à ses yeux, et quant à leur mère, quand Mrs. Jennings songeait que Marianne pourrait probablement être pour elle ce qu'était Charlotte pour elle-même, elle éprouvait pour la douleur de Mrs. Dashwood une sympathie fort sincère. M. Harris fut ponctuel dans sa seconde visite, mais il vint pour être déçu dans ses espérances de ce que produirait la première. Les médicaments avaient échoué, la fièvre n'était pas tombée, et Marianne, simplement plus calme, mais non revenue à elle-même, demeurait dans une pesante stupeur. Elinor, à qui se communiquèrent à l'instant toutes ses craintes, et au-delà, proposa d'avoir recours à un autre consultant. Mais il le jugea superflu. Il avait encore quelque chose à essayer, quelque application nouvelle, en le succès de laquelle il avait autant confiance qu'en la précédente. Et sa visite se termina sur des assurances encourageantes qui parvinrent à l'oreille de Miss Dashwood, mais ne purent lui pénétrer dans le cœur. Elle resta calme, sauf quand elle songeait à sa mère, mais elle était presque privée d'espoir. Et elle continua dans cet état jusqu'à midi, ne quittant guère d'un pouce le lit de sa sœur, tandis que ses pensées erraient d'une image douloureuse d'un ami souffrant à un autre, et que son courage était oppressé au maximum par la conversation de Mrs. Jennings, qui ne se fit pas scrupule d'attribuer la gravité et le danger de cette attaque aux nombreuses semaines d'indisposition qu'avait entraîné la déception de Marianne. Elinor fut sensible à tout ce qu'avait de raisonnable cette idée, et ses réflexions en reçurent une amertume nouvelle. Vers midi, cependant, elle commença, mais avec une prudence, une crainte des déceptions, qui pendant quelque temps la tint silencieuse, même envers son amie, à s'imaginer, à espérer qu'elle percevait une légère amélioration dans le pouls de sa sœur. Elle attendit, l'observa et l'examina maintes et maintes fois. Et enfin, avec une agitation plus difficile à enfouir sous son calme extérieur que toute sa détresse antérieure, elle se hasarda à communiquer ses espoirs. Mrs. Jennings, bien qu'elle fût contrainte de reconnaître, à l'examen, une reprise temporaire, essaya de retenir sa jeune amie de se laisser aller à croire qu'elle se prolongerait. Et Elinor, étudiant chacune de ses injonctions à la méfiance, s'ordonna de même de ne pas espérer. Mais il était trop tard, l'espoir était déjà entré en elle, et, en ressentant tous les tressaillements inquiets, elle se pencha sur sa sœur pour guetter, elle savait à peine quoi. Une demi-heure s'écoula, et le symptôme favorable continuait à manifester sa bienfaisante présence. Il s'en présenta d'autres, pour le confirmer. Son souffle, sa peau, ses lèvres, tout flatta les yeux d'Elinor avec des indices de mieux, et Marianne fixa les yeux sur elle avec un regard de raison, quoique languissant. L'angoisse et l'espoir l'oppressèrent à présent à parts égales, et ne lui laissèrent nul moment de tranquillité jusqu'à l'arrivée de M. Harris à 4 heures. Lorsque ses assurances, ses félicitations à l'occasion d'un rétablissement chez sa sœur, qui dépassait même son attente, amenèrent chez elle la confiance, le réconfort et des larmes de joie.
Marianne allait nettement mieux, sous tous les rapports, et il la déclara complètement hors de danger. Mrs. Jennings, peut-être satisfaite de la justification partielle de ces tristes pressentiments qui s'étaient trouvés vérifiés dans leurs craintes récentes, se laissa aller à se fier au jugement de M. Harris, et reconnut avec une joie non feinte, et bientôt avec une gaieté sans équivoque, la probabilité d'un rétablissement intégral. Elinor ne pouvait pas être gaie, sa joie était d'une autre catégorie, et conduisait à tout, hormis à la gaieté. Marianne rendue à la vie, à la santé, à ses amis, et à sa mère qui l'aimait à la folie, c'était là une idée bien faite pour lui emplir le cœur de sensations de bien-être exquis, et pour le gonfler d'une gratitude fervente. Mais elle n'amena aucune démonstration extérieure de joie, pas de parole, pas de sourire. C'est dans la poitrine d'Elinor qu'était toute la satisfaction, silencieuse et forte. Elle demeura auprès de sa sœur presque sans interruption tout l'après-midi, apaisant toutes les craintes, satisfaisant chacune des démarches de son esprit abattu, donnant tous les secours et observant presque chaque regard et chaque souffle. La possibilité d'une rechute intervenait, bien entendu, par instants, pour lui rappeler ce qu'était l'inquiétude. Mais lorsqu'elle s'aperçut à des examens fréquents et minutieux que tous les symptômes de la guérison se prolongeaient, et qu'elle vit Marianne, à 6 heures, tomber dans un sommeil tranquille, régulier, et, selon toute apparence, bienfaisant, elle fit taire tous ses doutes. L'heure approchait, à présent, où l'on pouvait s'attendre au retour du colonel Brandon. À 10 heures, espérait-elle, ou du moins, pas beaucoup plus tard, sa mère serait soulagée de l'incertitude affreuse dans laquelle elle devait effectuer le voyage qui la rapprochait d'elle. Le colonel aussi, peut-être à peine moins digne de pitié. Ah, comme il avançait lentement, le temps qui les maintenait encore dans l'ignorance. À 7 heures, laissant Marianne toujours plongée dans un doux sommeil, elle rejoignit Mrs. Jennings pour prendre le thé au salon. Au déjeuner, elle avait été retenue de manger beaucoup par ses craintes, et au dîner, par leur renversement soudain. C'est pourquoi la collation actuelle, avec les sentiments de satisfaction qu'elle y apportait, fut particulièrement bienvenue. Mrs. Jennings eût voulu, le repas terminé, la persuader de prendre un peu de repos avant l'arrivée de sa mère, et de lui laisser le soin de la remplacer auprès de Marianne. Mais Elinor n'avait à ce moment aucun sentiment de fatigue, aucune aptitude au sommeil, et elle ne put pas être tenue éloignée de sa sœur un instant de trop. Aussi, Mrs. Jennings, l'accompagnant là-haut dans la chambre de la malade, afin de se satisfaire que tout continuait à bien aller, y laissa-t-elle à ses soins et à ses pensées, et se retira-t-elle dans sa propre chambre pour écrire des lettres et pour dormir. La nuit était froide et tempétueuse. Le vent mugissait autour de la maison, et la pluie fouettait les fenêtres. Mais Elinor, tout à son bonheur intérieur, n'y prêta aucune attention. Marianne dormait, au milieu de tous les coups de vent, et quant aux voyageurs, ils avaient devant eux une riche récompense en retour de chacun des désagréments actuels. La pendule sonna à 8 heures. Si c'eût été 10 heures, Elinor eût été convaincue qu'elle entendait une voiture s'approcher de la maison. Et elle en eut si vivement l'impression, en dépit de la quasi-impossibilité qu'ils fussent déjà arrivés, qu'elle se rendit dans le cabinet de toilette contigu et ouvrit un volet de fenêtre, afin d'en avoir le cœur net. Elle vit immédiatement que ses oreilles ne l'avaient pas trompée. Les feux vacillants des lanternes d'une voiture étaient là, sous ses yeux. À leur lueur incertaine, elle crut discerner qu'elle était attelée de 4 chevaux, ce qui, tout en accusant l'excès des craintes de sa pauvre mère, expliquait dans une certaine mesure une rapidité aussi inattendue. Jamais, au cours de sa vie, Elinor n'avait éprouvé une telle difficulté à rester calme qu'en cet instant. Sachant ce que devait ressentir sa mère au moment où la voiture s'arrêtait à la porte, ses doutes, son effroi, peut-être son désespoir, et ce qu'elle avait à dire, elle, sachant tout cela, il était impossible d'être calme. Tout ce qui restait à faire, c'était d'agir rapidement.
C'est pourquoi, ne restant là que le temps qu'il fallut pour laisser la servante de Mrs. Jennings auprès de sa sœur, elle se hâta de descendre. La fermant dans le vestibule, tandis qu'elle traversait une antichambre intérieure, lui donna l'assurance qu'ils étaient déjà dans la maison. Elle s'élança vers le salon, elle y entra, et ne vit que Willoughby.